Patrouille de grande envergure dans le district de Bamako. Hier, durant toute la nuit, 300 éléments des forces de sécurité ont sillonné les 6 communes du district. Bilan, 147 personnes sans pièces d'identité interpellées et 60 véhicules qui n'étaient pas en règle ont été saisis. Au Tchad, journée de deuil national en hommage aux soldats tchadiens morts au combat au Mali. Le président Idriss Déby Itno s'est dit fier de ces militaires qui ne sont pas morts pour rien puisqu'ils ont pu abattre l'une des principales figures d'AQMI, l'Algérien Abou Zaïd. Sport, football, le préliminaire retour de la Coupe CAF. L'Union sportive de Bougouni confirme le résultat du match aller en s'imposant cet après-midi 2-0 face aux Camerounais de Honkam. C'était au stade Modibo Keïta. Madame, Monsieur, bonsoir. Samedi 2 mars, bienvenue dans cette édition. Les forces de sécurité ont organisé dans la nuit d'hier à aujourd'hui, donc du 1er au 2 mars, une patrouille mixte dans les 6 communes du district de Bamako et environ. Ils étaient 300 éléments des forces de sécurité mobilisés pour cette opération de grande envergure. Leur mission était de traquer les malfaiteurs et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. L'opération a conduit à l'interpellation de 147 personnes pour faute de pièces d'identité et 60 véhicules saisis qui n'étaient pas en règle. Moussa Fané était de la patrouille. Voici son reportage. C'est vers 23h que le coup d'envoi de l'opération de patrouille de grande envergure a été donné au groupement mobile de sécurité. Une patrouille de grande envergure organisée sur instruction du ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, avec pour mission, pour vous, de procéder à la fouille systématique de tout véhicule suspect et des occupants. L'opération qui a mobilisé une trentaine de véhicules de patrouille a vu le déploiement de 300 agents de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale. Les différentes équipes ont alors pris d'assaut les grandes artères de la capitale. Plusieurs noctambules ont apprécié cette sortie des forces de sécurité. Dans l'état où les choses sont aujourd'hui au Mali, je pense que c'est tout à fait normal que chacun se fasse contrôler et qu'on regarde exactement qui est dans ces véhicules et qu'est-ce qu'ils transportent. C'est normal. Je leur encourage que ça se passe aussi sur la voie normale, quoi. Wow. Ça nous rassure d'ailleurs. Laisser les grandes artères de rentrer un peu plus dans les quartiers périphériques, ça sera encore mieux. Chaque engin saisi est conduit dans un commissariat du secteur d'intervention. Les véhicules qui ne sont pas en règle, ils seront mis en fourrière. Les mises en circulation seraient conditionnées aux pièces manquantes. Ceci rentre dans un cadre global de sécurisation des personnes et de leurs biens, de sécurisation des étrangers et de leurs intérêts, dans un cadre global de sécurité par rapport à la situation exceptionnelle que connaît le Mali aujourd'hui. Au total, 147 personnes ont été interpellées pour diverses raisons et 60 véhicules saisis pour faute de pièces. Voilà les forces de l'ordre à l'œuvre pour notre sécurité. Direction la France et nous changeons de sujet pour parler de la 75e édition du CIMA, le Salon international du machinisme agricole. C'est ouvert cette semaine à Paris. C'est un lieu unique de rencontre entre les professionnels de l'agriculture et de l'élevage et les fournisseurs de matériel agricole. Cette année, plus de 430 nouveaux produits sont exposés. Le président de l'APECAM et sa délégation ont été fascinés par les opportunités et les outils qui s'offrent aux producteurs maliens. De Paris, le reportage de Makanfi Konati. Une agriculture compétitive et performante passe par la mécanisation des moyens de production. Au Salon du machinisme agricole de Paris, les producteurs maliens ont été subjugués par la diversité des machines. Actuellement, on ne peut pas faire de grandes productions sans avoir des moyens adaptés. Et surtout, n'est-ce pas, des machines modernes adaptées. Et donc, cela m'amène vraiment à dire que la vie d'aujourd'hui au sein des machines agricoles est une grande chance pour moi et aussi pour nos producteurs de voir vraiment des nouvelles machines qu'on peut quand même utiliser chez nous. L'acquisition de ces outils modernes est un rêve pour les paysans maliens. Rêve qui peut devenir réalité avec un appui du gouvernement malien. Les machines là, c'est très important de les voir
Mais pour trouver les machines là, il faut que le gouvernement nous aide. Parce que le prix que j'ai en train de dire là, c'est très élevé par rapport à notre revenu. Donc au retour, on va voir auprès du gouvernement si le pays sera calme. Comment on peut négocier les machines là, même si le gouvernement va subventionner. Les paysans maliens ont déjà entamé des discussions avec les fournisseurs de quelques équipements adaptés à leur réalité. Certains fournisseurs sont prêts à leur accorder des facilités de paiement différées. Retour au Mali, mais tout en restant dans le même domaine. Le ministre de l'Agriculture vient de boucler une mission de 2 jours à Séléngué. Baba Berté était allé se rendre compte des difficultés que rencontre l'Office de développement rural de Séléngué, ODRS. Parmi les problèmes, la dégradation des ouvrages d'irrigation et le manque d'eau et d'électricité en période de décrue, notamment à Manikoura. Le ministre a également rencontré les acteurs impliqués dans la gestion de l'ODRS. Envoyés spéciaux Dakone, Agali Agissa et Alou Kone. La zone d'intervention de l'Office de développement rural de Séléngué ODRS couvre 2 périmètres d'une superficie totale de 2294 hectares répartis entre 4422 exploitants. Les stations de pompage et de vidange en passant par le canal principal d'irrigation du périmètre de Séléngué sont les ouvrages visités par le ministre. Un constat se dégage de cette première étape de la visite du périmètre qui attend un investissement de 3 210 millions de francs CFA pour sa réhabilitation et son extension. Les difficultés d'ordre technique, c'est que nos infrastructures hydro-agricoles sont dans un état de délabrement total. Et pour relever ce défi, il faut une volonté politique, il faut aussi de la mobilisation des ressources financières. À Manikoura, deuxième étape de cette visite, les attentes sont encore plus préoccupantes. Au niveau de Manikoura, on est confronté à un problème de déficit d'eau, surtout pendant la contre-saison. Cette question me semble liée naturellement à la réalisation du seuil de Kourouba, qui permettrait d'alimenter l'ensemble du périmètre. Avec les techniciens, nous aurons des séances de travail pour envisager les solutions possibles qui permettront de corriger à la fois les soucis que nous avons au niveau du périmètre de Séléngué et ensuite résoudre ici les problèmes que nous avons au niveau de Manikoura. Les coopératives des femmes étuveuses du riz de Séléngué et maraîchères de Manikoura ne sont pas restées à marge de cette visite. Le manque d'équipement et d'eau sont les difficultés évoquées lors de la rencontre avec les membres de ces 2 coopératives. Autre temps de cette mission, la visite des blocs administratifs de l'ODRS et Villa Haute en chantier. C'est notamment la réunion technique qui a regroupé tous les acteurs impliqués dans la gestion de l'ODRS qui a mis fin à cette visite de 2 jours. Un peu plus loin, à Sikasso, la filiale sud de la CMDT s'est dotée d'un programme de développement stratégique 2013-2018 de la filière coton. Une rencontre a été organisée pour définir les grands axes du programme. Depuis Sikasso, les détails avec Sekou Konati. La rencontre de Sikasso, qui a duré 3 jours, a permis aux administrateurs, techniciens, partenaires, autorités politiques et administratives de la filiale sud de passer en revue les grands chantiers à bâtir pour l'objectif de 700 000 tonnes en 2018. En ce qui sont notre filiale, nous voulons atteindre 284 000 tonnes. Pour ça, il faut beaucoup axer sur le rendement. Mais le second volet aussi, ça c'est les pistes. Les pistes, on sait que déjà au niveau du Mali Sud, il y a beaucoup de problèmes de pistes rurales. Donc on a fait beaucoup d'efforts par rapport à ça pour que le gouvernement puisse voir comment on peut améliorer les pistes rurales et aussi maintenir la subvention des intrants et un prix intensif aux producteurs. De l'analyse de la production agricole et approvisionnement en moyens de production des cultures du système coton et diversification et qualité du coton, au parc auto, génie civil, ouvrages d'art et bâtiments, en passant par la formation et l'évolution du personnel d'encadrement, aucune piste n'a été laissée au hasard pour réussir le challenge. C'est le constat d'une progression nette de la production depuis les 3 dernières campagnes. Et cette année, il est attendu 454 000 tonnes de coton. Donc ça veut dire que nous sommes vraiment sur une tendance haussière en termes de production. Mais nous voudrions que la problématique rendement soit au centre vraiment de nos préoccupations, afin que des réponses concrètes puissent être données. Une démarche participative qui augure de lendemain radieux pour les géants du coton africain
dira le directeur de cabinet Sidi Konaté à la clôture des travaux. Au Tchad, journée de deuil national en hommage aux soldats tchadiens morts au combat au Mali. Le président Idriss Déby Itno s'est dit fier de ces militaires qui ne sont pas morts pour rien, puisqu'ils ont pu abattre l'une des principales figures d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'Algérien Abou Zaïd. C'était lors des affrontements qui se sont déroulés dans le massif des Iforas. Le ministre malien de la Défense et des anciens combattants était au Tchad pour témoigner de la reconnaissance du Mali au peuple tchadien. La journée a été décrétée jour de deuil national. L'hommage rendu aux 27 soldats tchadiens tués au Mali se poursuit. Le président Idriss Déby salue le courage de ces 800 militaires engagés sur le terrain. Selon lui, le sacrifice n'aura pas été vain, car c'est au cours de ce violent accrochage au sol que le chef d'AQMI aurait été abattu. Depuis le début de cette guerre, c'est pour la première fois que nos soldats, c'est eux qui ont abattu les deux grands chefs des djihadistes installés dans le nord du Mali, Abou Zaïd et Ak. Ce sont vos soldats qui ont libéré Kidal. Ce sont vos soldats, avec des soldats français, qui ont libéré Tissalit. L'annonce initiale de la mort d'Abou Zaïd vient d'Algérie. Des tests ADN y seraient pratiqués pour effectuer des comparaisons avec des membres de sa famille. Malgré ces annonces, la mort du chef d'AQMI reste entourée d'un épais mystère. Al-Qaïda, en effet, n'a pas confirmé le décès, contrairement à ses habitudes. Certains experts y voient en réalité une stratégie pour pousser Abou Zaïd à se découvrir et commettre une erreur. Dans tous les cas, Paris se refuse pour le moment à toute confirmation. Le contingent français, fort de 1200 hommes, poursuit toujours sa chasse aux terroristes dans le nord du Mali, dans le massif des Ifogas. Voilà notre reconnaissance au peuple tchadien. Ce message de félicitations du président de la République par intérim, professeur Diankouna Traoré, au président de la République française François Hollande, lauréat du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Monsieur le président et chers frères, c'est avec fierté et une joie immense que j'ai appris la nouvelle de votre désignation comme lauréat du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix par le jury international de cette distinction honorifique le 21 février dernier au siège de l'UNESCO à Paris. Dans ses attendus, le jury présidé par M. Joachim Chissano, ancien président mozambicain, met en exergue les différentes menaces auxquelles l'Afrique fait face et qui ont eu pour corollaire la violation de l'intégrité territoriale du Mali, les violations des droits de l'homme, l'enlèvement d'otages et la destruction du patrimoine culturel de l'humanité à Tombouctou. En décidant le 11 janvier 2013 de vous porter au secours de notre pays humilié par près d'un an d'occupation par des terroristes et des narcotrafiquants, vous avez contribué à redonner espoir à ces millions de Maliennes et de Maliens totalement désemparés. Pour nous, peuple du Mali et d'Afrique, ce prix qui récompense votre haute contribution à la paix et à la stabilité en Afrique n'est que justice rendue à un homme de cœur et au-delà à la France patrie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales vient d'entamer vendredi une mission de prise de contact avec les acteurs de l'école. Bokar Moussa Diarra a déjà rencontré les enseignants et les élèves de certains établissements scolaires de l'Académie d'enseignement de Mopti. Le reportage de Yacouba Maïga. Cette visite de terrain que le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales vient d'entamer dans la région de Mopti s'inscrit en droite ligne d'un plan d'action d'urgence élaboré par le département de l'Éducation pour le redéploiement rapide de l'administration scolaire dans les zones ayant été victimes de la crise sécuritaire et trouver des solutions permettant de juguler les difficultés auxquelles l'école est confrontée. Nous sommes donc venus sur le terrain partager avec les acteurs, rencontrer les populations, les responsables de l'éducation, partager avec eux les décisions que nous avons prises au niveau du plan d'action et nous préparer à sa mise en œuvre imminente. Des écoles fondamentales de Wailirde et Kona, dans le centre d'animation pédagogique de Sévaré, en passant par le lycée technique de Mopti,
Le ministre a pu échanger avec les élèves et les personnels enseignants sur la situation difficile que traverse notre pays. Sur le plan pédagogique, le comportement des élèves et des enseignants est sans reproche. Les écoles fonctionnent normalement. Nous sommes venus également la rassurer et féliciter les populations pour leur prise en charge. La grande manifestation que l'ensemble des populations, y compris les responsables de l'école et les élèves eux-mêmes, ont su apporter à tous ces déplacés du Nord. Il y a eu beaucoup de solidarité. Que c'est la preuve que ceux qui ont envoyé le Mali se sont bien trompés. Notre peuple, il ne sera jamais divisé. Le ministre de l'Éducation a saisi cette occasion pour offrir aux élèves déplacés et à leurs parents 5 tonnes de riz, 1 tonne de sucre et 10 sacs de lait. Il s'est aussi manifesté en faveur des blessés de guerre en leur remettant une enveloppe symbolique à l'infirmerie de la garnison de la 6e région militaire. Nous quittons Mopti pour Caille, où le gouverneur de région était jeudi dernier dans le cercle de Nioro du Sahel. Colonel Salif Traoré était allé s'imprégner de la situation sécuritaire dans ce cercle frontalier avec la Mauritanie. Il s'agissait aussi d'informer et de sensibiliser la population pour une forte mobilisation en faveur de l'armée. Jafar Haïdara. Cette première sortie à Nioro du gouverneur de la région de Caille a permis au chef de l'exécutif régional de réunir tous les responsables politiques, administratifs, religieux, militaires et la société civile de Nioro autour de la gestion sécuritaire. L'occasion était bonne d'échanger, de partager et de comprendre les problèmes vécus par le cercle de Nioro qui est à la frontière avec la Mauritanie. Face à la situation sécuritaire, des mesures ont été prises allant dans le sens de la préservation de la sécurité, notamment la création des comités de crise dans tous les arrondissements ayant pour rôle la mobilisation et la collecte des dons en faveur des forces armées et de sécurité. Nous en voulons pour preuve les nombreuses patrouilles effectuées dans la ville, les recherches menées dans nos campagnes par nos services de sécurité qui ont abouti à l'arrestation des braqueurs, de forains et autres voleurs qui s'attaquaient aux magasins et domiciles. Le colonel Salif Traoré s'est rendu au camp militaire de Nioro où il a rencontré la hiérarchie militaire. Il a rassuré ses interlocuteurs qu'il y aura dans quelques semaines un renforcement d'équipement et de matériel roulant. Nioro est la première étape à l'intérieur de la région parce que Nioro a une position quand même stratégique au niveau de la région et au niveau de tout le Mali. Aujourd'hui, c'est l'heure de la mobilisation générale et ce n'est pas encore l'heure des joutes politiques. Et ce n'est pas non plus l'heure des règlements de compte. Donc nous avons beaucoup insisté sur ces éléments-là. Ainsi, le cercle de Nioro a mobilisé plus de 7 millions de francs CFA en faveur de nos vaillants soldats. Il est recommandé que chacun redouble de vigilance, que chacun s'implique davantage, que nous ne voyons plus ce que nous devons mettre, parce que la sécurité n'a pas de prix. Selon le commandant du 42e régiment de Nioro, les ressortissants de Gogi ont pris l'engagement de construire le camp qui se trouve à Gogi, une première dans l'histoire du Mali. À Bamako, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a présidé hier la cérémonie d'adieu au directeur général sortant de la Sotelma Malitel. Noureddine Boumguebra a œuvré au cours de son mandat à augmenter le chiffre d'affaires de la société qui est passé de 70 milliards en 2009 à 143 milliards en 2012. La Sotelma est désormais dirigée par son compatriote, le Marocain Mohamed Morchid. Reportage de Youssouf Diakité. À la cérémonie d'adieu du directeur général sortant de la Sotelma Malitel, les personnels de la société étaient partagés entre joie et tristesse. Joie d'une mission accomplie et la tristesse de voir partir un homme qui a rehaussé l'image de la société. Il y a moins de 2 ans, la direction générale de la Sotelma n'avait qu'un seul rêve, la certification ISO 9001. Pour la concrétisation de ces rêves, la direction a affiché une ferme volonté d'instaurer la démarche qualité pour l'ensemble de nos activités à travers d'une politique ambitieuse et volontariste orientée sur qualité totale. Le directeur général sortant s'est dit fier et comblé de la collaboration avec un personnel engagé pour la réussite de l'entreprise. Je voudrais remercier singulièrement en cette solennelle circonstance l'État malien pour la résolution des problèmes liés à la Sotelma, pour son accompagnement. Au cours de mon séjour au Mali, j'ai bénéficié de l'hospitalité, de la générosité du peuple malien. J'ai rencontré des hommes et des femmes
digne et fier, un peuple travailleur et ouvert. Je me suis toujours senti au Mali comme si je suis chez moi. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a salué au nom des autorités maliennes l'ensemble du personnel de la Sotelma Malitel avec à sa tête le directeur général sortant qui a augmenté le chiffre d'affaires de 70 en 2009 à 143 milliards de francs CFA en 2012. Au nom du gouvernement du Mali, je vous dis merci. Merci pour avoir choisi le Mali. Merci pour avoir choisi d'investir au Mali, aider au développement du Mali. Merci pour avoir, encore une fois, popularisé le téléphone, qui n'est pas seulement pour nous un instrument de communication, mais un fantastique outil de développement. La Sotelma Malitel est désormais dirigée par Mohamed Morchid. L'ONG Wildaf Mali, Femmes, Droits et Développement en Afrique, vient d'organiser une journée pour rendre hommage à Aïdara Aïssata Cissé, députée à l'Assemblée nationale du Mali. Dans le cadre des activités du 8 mars, Journée internationale de la femme, l'organisation est revenue sur les efforts entrepris par Aïdara Aïssata Cissé dans le cadre de la protection des droits humains au Mali et dans le monde. Abdelrahman Maïga nous en dit plus. Offrir un cadre d'échange et de dialogue sur Mme Aïdara Aïssata Cissé et son parcours dans la promotion et la protection des droits humains dans le monde en général et singulièrement au Mali, afin qu'elle serve d'exemple à la nouvelle génération. Voilà entre autres objectifs visés par cette journée initiée par l'ONG Wildaf Mali. Journée qui s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 8 mars, Journée internationale de la femme. Cette rencontre a été marquée par un certain nombre de sujets, notamment des témoignages et la projection d'un film qui retrace la vie de l'honorable Aïdara Aïssata Cissé. Chacune de ses apparitions ou interventions nous édifiait davantage sur son courage, son intelligence, sa force de caractère, l'amour qu'elle a pour le Mali et le respect pour son Bourem natal. Le peuple malien a éprouvé une joie immense et une grande fierté en suivant les débats houleux qu'elle animait tout en restant ferme, sans rudesse et tolérante sans faiblesse. Voilà ce que nous appelons être utile. Cette femme, aux multiples occupations, a consacré toute sa vie à la lutte contre l'injustice et à la promotion des droits humains. D'abord syndicaliste, ensuite femme politique et chef d'entreprise. Cette mère de famille s'est fait distinguer par son courage et sa détermination dans la lutte contre les djihadistes et les groupes séparatistes qui occupaient le nord du Mali. Autant d'actions qui lui ont valu la confiance de Wildaf Mali. Votre choix sur ma modeste personne me pousse à redoubler d'efforts et à continuer la lutte qui est loin d'être terminée. Je vous fais la promesse de persévérer jusqu'à la victoire finale. La vie est un choix. J'ai fait le mien pour mon pays et je l'assumerai avec toutes les conséquences. Aussi, la native de Bourem dans la région de Gao entend apporter toute sa contribution au gouvernement malien dans la réussite du processus de réconciliation nationale. Selon elle, le plus compliqué est passé et le plus dur reste. C'est pourquoi la présidente du réseau parlementaire Femmes, Développement et Protection de l'Enfance a invité ses consoeurs à se mettre en ordre de bataille. Un combat qui sera axé principalement sur la sensibilisation des citoyens à ne pas céder à l'amalgame et travailler main dans la main pour la construction de l'édifice national. 5e Assemblée générale ordinaire de l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines. Il était question pour les membres de l'association de faire le bilan des activités menées au cours de l'année 2012 et d'échanger sur les défis à relever. Au centre des discussions figurait l'organisation des journées africaines des ressources humaines prévues au Mali en 2014. Adama Koudio. 1er mars 1989, 1er mars 2013, l'Ordre des architectes du Mali a 24 ans. Un anniversaire fêté sur fond de crise dans le pays où beaucoup d'infrastructures des zones libérées ont été détruites. L'Ordre entend apporter sa contribution dans la reconstruction des infrastructures en question. Nous sommes à la disposition des populations, du gouvernement du Mali pour vraiment, voir ce problème de reconstruction pour que ce soit, à hauteur des zones de souhait. On dit que les abris sont pour la guerre, les bonnes constructions sont les abris de la paix. Nous voulons rester dans cette logique
Pour les conseillers du ministre en charge du logement, les terroristes et autres groupes armés qui ont agressé le Mali ont porté un coup dur à la culture. C'est pourquoi il en appelle à l'ingéniosité des architectes pour la reconstruction des édifices. Nous devons veiller à ce que l'architecture, à savoir le bâti et l'organisation spatiale de chaque établissement humain touché, puisse rendre l'image de la culture locale en harmonie avec les orientations résultant de l'appartenance à un État moderne. Au cours de la rencontre, l'assistance a eu droit à des communications sur l'évolution architecturale et la cartographie de Tombouctou. Voilà, c'était bien le reportage de Adama Kodjo, mais ça concernait plutôt les 24 ans de l'ordre des architectes du Mali qui se sont donc engagés à rénover ou reconstruire les infrastructures détruites par les terroristes dans les régions du Nord. Ils étaient donc face à la presse. La direction centrale des services de santé des armées et la polyclinique militaire sont désormais dotés en matériel médicaux et autres consommables dont l'ONG Tapama. Le matériel a coûté environ 150 millions de nos francs. La remise symbolique a eu lieu ce matin en présence du généreux donateur et des responsables des 2 structures bénéficiaires. Reportage de Nando Dambeli. Les sourires étaient sur toutes les lèvres dans les locaux de la Direction centrale des services de santé des armées et de la polyclinique militaire de Kati. Les dons de matériels médicaux reçus par les 2 structures est le fruit d'une convention signée entre l'ONG Tapama et le ministère de la Défense et des anciens combattants. Nous avons eu l'opportunité de créer un nouveau domaine qu'on a appelé Tapama Santé, suite à des dons de matériel. Donc nous avons collecté ces dons dans des dépôts et nous avons cherché des bénéficiaires au Mali. Nous avons pu à ce moment-là mettre en place cette convention dont faisait état tout à l'heure le colonel entre la DCSSA et Tapama. Ce qui fait que maintenant, tout ce que nous collectons comme matériel de santé dans la région en France où nous sommes, c'est-à-dire la baie du Mont-Saint-Michel, tout est remis systématiquement à la DCSSA. Pour les bénéficiaires, ce don est arrivé à point nommé. Ce geste est vraiment noble et nous en sommes très très heureux. Toutes les villes libérées au nord ont eu leur infirmerie de garnison et autres détruites et totalement réduites en ruines. Donc il nous faudra les équiper au fur et à mesure. Cela va beaucoup améliorer la prise en charge de nos malades parce que vous savez que nous avons des moyens très limités. Et les ressources que nous avons déjà, nous nous évertuons à payer surtout des médicaments. Donc si nous avons un partenaire qui nous donne surtout du matériel, ce serait un apport vraiment positif. Faisant plusieurs mètres cubes, le matériel comporte des lits d'hospitalisation et d'opération, des tricycles, des matelas, des blouses pour chirurgiens et bien d'autres consommables. Facilité par l'engagement personnel du ministre de la Défense et des anciens combattants, ce don ouvre la voie vers l'acquisition d'une meilleure logistique dont les structures ont tant besoin. 62 millions de francs CFA, c'est la valeur de l'assistance alimentaire que vient d'apporter l'ONG nationale Groupe Solidarité Sahel à 4000 ménages de la commune rurale de Diabali, un don rendu possible grâce à l'ONG internationale Agro Action Allemande. Reportage de Cheikh Oumar Diallo. Le préfet du cercle a sollicité et obtenu de l'ONG nationale Groupe Solidarité Sahel une assistance alimentaire que son partenaire Agro Action Allemande a financée pour 62 millions de francs CFA. Il s'agit de 100 tonnes de riz, 20 tonnes de niébé, 10 tonnes de muselas et 4000 litres d'huile. Ces vivres sont destinés à 4000 ménages identifiés selon des critères dans 9 villages de la commune rurale de Diabali. Le geste a été fortement apprécié par le maire de la commune Oumar Diakité, tant le besoin était pressant, dira-t-il dans son intervention. Intervenant successivement à la suite du maire, le directeur exécutif de l'ONG Ousmane Bari et le coordinateur national du projet Tcherno Diallo se sont réjouis de la promptitude avec laquelle leur partenaire financier allemand a pris en charge cette assistance alimentaire destinée à la population de Diabali en détresse. Quant au préfet du cercle, Sébou Traoré, qui présidait cette cérémonie de lancement, il a rassuré les responsables de l'ONG que seuls ces ménages bénéficieront de cette assistance alimentaire.
Les unités de formation et d'appui aux entreprises ont formé plus d'1 millier de personnes en 2012 dans divers domaines. Des formations qui visent à améliorer les compétences des bénéficiaires dans leurs secteurs respectifs. C'est ce qui ressort des travaux de la 9e session du conseil d'administration de la structure tenue ce matin. Autre information que l'on peut retenir de cette session, c'est que la crise de 2012 a sérieusement affecté les unités de formation et d'appui aux entreprises qui ont été confrontées à des problèmes de trésorerie. Le reportage de Mohamed Diarra. Les unités de formation et d'appui aux entreprises UFAE n'ont pas résisté aux effets de la crise qui a secoué le Mali en 2012. Conséquence, elles ont connu de sérieux problèmes de trésorerie. Certains d'entre nous ont effectué, si vous voulez, des prestations pour lesquelles elles ont du mal si vous voulez, à être payées. Et en raison de la crise également, le marché se rétrécit. Malgré cette situation, les UFAE ont formé des milliers de personnes dans des domaines divers. Le but est de leur permettre de répondre aux exigences du marché. Le réseau des UFAE a formé 561 agents du secteur productif moderne, 110 maîtres artisans, 22 maîtres d'apprentissage, 135 jeunes dans divers métiers dont 60 déplacés du Nord, 107 apprentis dans le cadre de l'apprentissage dual. Un élan que les responsables entendent maintenir cette année. Pour y parvenir, l'enveloppe budgétaire des UFAE connaîtra une légère hausse par rapport à 2012. Il passe de 250 à 300 millions de francs CFA. Au cours de cette année 2013, les missions traditionnelles de formation des acteurs du secteur moderne, de l'artisanat et du secteur rural constitueront l'essentiel des activités des UFAE. Au cours de cette session, les administrateurs ont procédé à l'adoption du procès verbal de la 8e session. Ils ont aussi présenté les rapports d'activité des 3 UFAE. 17e session du conseil d'administration de l'Office malien du tourisme et de l'hôtellerie, un conseil d'administration qui intervient à une période où le tourisme traverse une période critique. Néanmoins, les administrateurs promettent de remettre la machine touristique sur les rails. C'est ce que nous dit Alousseni Touré. L'espoir de relancer le secteur touristique avec le début de la libération des territoires occupés n'a pas fait oublier l'incidence négative de la crise sur le tourisme. En attendant, l'heure était la diversification. Ce sont des produits qui existent, mais il faut mieux les faire connaître. Il y a d'abord la zone de Sibi, le Mandé. Sibi, Bankoumana, Kangaba et l'autre zone qu'il faut faire connaître. Il y a la zone de Wolesebougou, le Djitoumou, le Baninko qu'il faut faire connaître. Il y a aussi au niveau de Kouloukoro. Il y a la zone de Kaye, il y a la zone de Sikasso avec les sud de Woroni et Missirikoro. C'est tout le reste du Mali, le sud, l'ouest et le centre qu'il faut faire connaître, contrairement à la zone qui était la plus visitée, qui est le triangle. Mopti, Djéné, Pays Dogon avec l'antenne, la satellite de Tombouctou. Lourdement endetté, l'Office malien du tourisme et de l'hôtellerie est en même temps confronté à d'énormes défis. Le présent conseil d'administration se tient à une période où l'espoir renaît avec le début de libération des régions nord et une partie du centre de notre territoire, jadis sous occupation des groupes terroristes. Cet état de fait nous autorise à envisager un retour rapide d'activité sur nos sites et dans nos structures d'hébergement. Mesdames, Messieurs les administrateurs, cette crise finissante doit nous interpeller à réorienter nos politiques de promotion et d'investissement afin de diversifier les produits touristiques du Mali. Cette 17e session du conseil d'administration de l'Office malien du tourisme et de l'hôtellerie jettera certainement les bases d'un redécollage du secteur touristique et hôtelier du Mali. Sport, football, Coupe de la Confédération, tour préliminaire retour. Ça y est, l'Union sportive de Bougouni a obtenu sa qualification cet après-midi pour les 16e de finale de la Coupe CAF en battant l'Unisport Oncam du Cameroun sur le score de 2-0. Le résumé de la rencontre avec Siragato Sissé. L'Union sportive de Bougouni est en 16e de finale de la Coupe de la Confédération saison 2012-2013. Une grande première pour ce club de 2e division du Mali. Qui l'aurait cru? Déjà victorieux à l'aller 1-0, notre représentant a confirmé son excellente prestation. Tous les feux étaient au vert pour l'USB, comme la couleur de son maillot.
Sans être brillants, les joueurs de l'US Bougouni ont profité des largesses de l'équipe camerounaise de l'Unisport du Haut-Cam pour frapper au bon moment. Mintou Doucouré coupe la trajectoire d'un coup franc tiré par le capitaine Boubacar Konaté à la 30e minute. Et à la 42e minute, Issoufa Kamara prend de vitesse son vis-à-vis et bat le portier de l'Unisport 2-0. La charge était lourde à porter pour les visiteurs. En seconde période, l'US Bougouni étouffe à nouveau l'Unisport mais ne concrétise pas. Score final 2-0. L'USB se qualifie avec brio pour les 16e de finale de la Coupe de la Confédération. Une soirée de rêve comme celle-là, Bougouni l'avait vécue en son temps, mais sur la scène nationale. Les jeunes gens étaient très volontaires d'abord et ambitieux. Les jeunes ont mouillé les maillots et je les félicite vraiment. Et quand on a raté la montée, vraiment on va essayer de rester les pieds à terre. Je pense que Bougouni a mérité largement sa victoire. Ils ont voulu gagner plus que nous. Ils ont marqué les buts au bon moment. Et je pense que nous avons failli parce qu'on n'a pas joué notre style en première mi-temps. Je crois qu'en deuxième mi-temps, je préfère être positif et regarder beaucoup plus la deuxième mi-temps pour l'avenir. La lune de miel continue pour l'Union sportive de Bougouni. Au prochain tour, elle rencontrera le vainqueur du match, Power Dynamos de Zambie, Air Dakar d'Angola. Match aller à l'extérieur le week-end des 15, 16 et 17 mars. Bravo à l'US Bougouni et bonne chance pour la suite. Coupe de la Confédération toujours. Notre second représentant reçoit demain le Stala Club d'Adjamé. À l'aller, les 11 créateurs de Nyarila avaient fait un but partout en Côte d'Ivoire. Comment les 11 créateurs préparent-ils ce match contre le Stella Club? Pour le savoir, suivant ce reportage de Aldu Matina qui est allé les voir à l'entraînement. C'est fort de leurs bons résultats, un but partout en terre ivoirienne, que les 11 créateurs de Nyarila préparent avec sérénité et confiance la réception du Stella Club d'Adjamé. Pour les protéger des Baïba, il s'agit de consolider leur acquis de l'allée dans la plus grande vigilance en vue de marquer de leur empreinte l'histoire de leur club. Par contre, ça ne peut pas très assuré. Bon, nous sommes toujours concentrés. Bon, depuis nous avons atterri chez nous ici. Bon, on s'est mis en tête et bon, ça dit les gars, bon voilà quand le match ça commence dès aujourd'hui. Donc il faut préparer ce match très sûrement et puis bon, moralement et physiquement. Bon. Contre le Stella, bon, on a fait l'aller là-bas 1-1. Bon, le retour, on va tout faire pour pouvoir se maintenir et avoir les 3 points. Quoi. Internés au stade du 26 mars depuis quelques jours, les pensionnaires de Nyarila multiplient à l'entraînement plusieurs stratégies, notamment l'efficacité offensive. Une façon d'exploiter les insuffisances du représentant ivoirien. Ça doit être un match très difficile, ça doit être un match qui va se jouer avec beaucoup de détails. Donc, vu le match aller à Abidjan, on a tiré des leçons. Donc, de ces cas, on se prépare en conséquence. Les compétitions continentales demandent plus de motivation dans l'atteinte des objectifs. Pour cette rencontre retour du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, les 11 créateurs ne manquent pas d'arguments pour se frayer le chemin de la qualification dimanche à 16h30 au stade Omnisport Modibo Keita. Sport toujours football sur le plan national cette fois. Ligue 1, la 15e journée marquant la fin de la phase aller se poursuit. Hier au stade Mamadou Konaté, la Jeanne d'Arc et le Djoliba ont fait match nul, un but partout. En seconde heure, le COB a battu l'Office du Niger Sport de Ségou sur le score de 3-0. Le compte rendu de Abdul Karim Kaba. En moins de 20 minutes, le club olympique de Bamako, ici en vert, a plié le match face à l'Office du Niger Sport de Ségou. D'abord à la 13e minute, sur un corner, de la tête, Mamadi Sidibé inscrit le premier but du COB. 6 minutes plus tard, à la suite d'une action rondement menée, Hamidou Traoré double la mise pour les Olympiens. 2-0 pour le club olympique de Bamako, score à la mi-temps. En seconde période, les visiteurs tentent de réagir, mais ils trouvent devant eux plus fort le club olympique de Bamako qui est deuxième au classement. Les Verts marqueront d'ailleurs un 3e but à la 76e minute par Idrissa Sangaré. 3-0 pour le COB, résultat final. Les hommes du président Moussa Konaté terminent la phase allée du championnat, deuxième avec 33 points. Auparavant, la Jeanne d'Arc était face au Djolibassi. Je suis vraiment déçu quand même du résultat parce que je pense que ça aurait pu se passer autrement. La colère
L'énervement et le doute, c'est la situation actuelle dans les camps du champion sortant, le Djoliba. Face à la Jeanne d'Arc, les Rouges voudraient terminer la phase aller en beauté. Hélas, tel n'a pas été le cas. La vieille dame et les Rouges se sont partagés les points, un but partout pour cette 15e journée. Dès le démarrage, c'est-à-dire à la 13e minute, la J a opté un penalty. Cheikh Abdelkadrissi prend sans problème les tirs de Moussa Diop. 0-0, score à la mi-temps. Une minute seulement après la reprise, les Rouges trouvent un penalty, lequel sera transformé par Idrissa Traoré. 77e minute, Ibrahim Fofana de la Jeanne d'Arc sort pour 2 jaunes. À 4 minutes de la fin, le Djoliba n'arrive pas à conserver son but. Abdoulaye Kanouté établit la parité. Fin de la phase aller du championnat. Le Djoliba n'est pas dans les pelotons des 3 premiers. Et la Jeanne d'Arc reste toujours dans la zone rouge. Parlons à présent du sport et du 7e art qui font bon ménage. En témoigne le film documentaire L'exode de l'espoir réalisé par un ancien joueur de football malien, Youssouf Sampara. Le film est axé sur les difficultés que rencontrent les jeunes footballeurs en Europe. Le lancement du film a eu lieu jeudi dernier à la maison du partenariat de Bamako. Koumba Nyambele était à la projection. Nous découvrons avec elle le film. Informer et sensibiliser les jeunes footballeurs qui veulent coûte que coûte tenter le professionnalisme, c'est ce qui a motivé la réalisation de ce documentaire intitulé L'exode de l'espoir. Au Mali, 99% de jeunes footballeurs rêvent d'aller en Europe, tout en ignorant ce qui les attend là-bas. L'exemple le plus près de moi est Demba. La situation personnelle était préoccupante, puisqu'il est arrivé, il n'avait pas de papier. Je me suis, moi, rapproché d'une association sur Massy pour voir comment ça se passait, pour essayer de le régulariser. Soumis la solution de le marier. et j'ai l'administration qui m'ont dit de le marier. C'est la solution la plus rapide. Ce documentaire est réalisé par la cellule des expatriés et consultants du football malien grâce à Youssouf Sampara, ancien joueur de foot, est le fruit d'un constat. Puisque de 2006 à nos jours, plus de 390 jeunes footballeurs se sont retrouvés en Europe dans la clandestinité. Différentes problématiques étaient soulevées dans ce film. Donc à commencer par la cause de cette migration des jeunes. Donc on a passé toutes les phases, donc du départ jusqu'à la cause réelle. Donc la leçon qu'il faut retenir tout simplement, c'est dire encore, répéter encore à la jeunesse qui rêve d'aller faire une carrière professionnelle en Europe que ce n'est pas quelque chose de facile. C'est un documentaire très intéressant, très émouvant, qui fait ressortir tous les aléas, tous les risques auxquels s'exposent les jeunes footballeurs. Exode de l'espoir, axé sur les difficultés que rencontrent les jeunes footballeurs maliens en Europe, dure 1h15. Et toujours dans le monde du 7e art, tout à l'heure, le 23e FESPACO a fermé ses portes. Les Talons d'Or Yenega est revenu au réalisateur sénégalais Alain Gomis pour son film Tei, qui signifie en français aujourd'hui. Bravo au Sénégal qui remporte pour la première fois le trophée d'or du FESPACO. Nous reviendrons sur les différents prix avec notre envoyé spécial Modibo Soirée. Dans nos prochaines éditions, cette nouvelle met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir, je vous invite sur le site www.ortm.ml. Vous y retrouverez également toutes nos émissions. Demain, pour les informations, retrouvez Sira Bakili à 13h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 20h. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.